Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, neige, verglas, température inférieure à moins 10 degrés. Une grande partie de la France a encore connu une rude journée hivernale et ce n'est pas fini. Reportage dans un instant. Des signaux contradictoires dans l'épidémie de Covid. Les chiffres de contamination restent stables, ce qui est rassurant. Mais les variants anglais, brésiliens et sud-africains gagnent rapidement du terrain, notamment à Dunkerque et en Moselle. La grande simplification, le crédit d'impôt dont bénéficient 8 millions de personnes qui emploient une aide à domicile sera bientôt versé en temps réel. Aujourd'hui, il faut attendre le mois de janvier de l'année suivante pour être remboursé par le fisc. Dans ce journal également, les vacances bouleversées des Français. Cet hiver, ils partiront à la campagne ou dans les stations de moyenne montagne qui affichent complet, dans le Jura par exemple. Enfin, nous étancherons notre soif d'évasion en nous approchant au plus près d'extraordinaires volcans. En Nouvelle-Zélande, ils sont encore très actifs. Leur sommet sent le soufre et leur beauté coupe le souffle. Comme l'avait annoncé Météo France, qui ne s'est pas trompé, la vague de grand froid et de neige est loin d'être terminée, notamment dans l'ouest du pays. Plusieurs ports en Bretagne et en Loire-Atlantique paraissaient figés dans la glace aujourd'hui. Et la situation n'est guère meilleure sur les routes. Reportage entre Nantes et Saint-Brévin, Manon Meunier et Nick Ressman. Elle est arrivée par surprise et en quelques heures, la neige a recouvert Nantes. Tout le monde a dû jouer les équilibristes. Oui, ça glisse pas mal, il faut rouler doucement. Compliqué là, je vais rentrer, je vais passer l'après-midi en télétravail. C'est compliqué, on s'y attendait pas, hein. Mais bon, c'est très joli. On espère que moi je dois aller au Sable d'Olonne, là je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Je vais rentrer chez moi en fait directement parce que là je me vois pas ce soir faire du verglas, faire de la patinoire sur la route. Voilà, donc c'est prévu, mon employeur m'a autorisé à rentrer. À la pause déjeuner sur les trottoirs, on adopte la stratégie des petits pas. Il faut faire attention, très attention. Le programme aujourd'hui, c'est de profiter, alors que c'était absolument pas prévu, et d'aller se promener au parc pour faire craquer la neige sous les pieds. C'est la question, c'est comment je vais récupérer ma fille ce soir. Voilà. Depuis cette nuit, 52 agents salent les routes du département de Loire-Atlantique en vigilance orange, neige et verglas. Les chutes de neige sont plus importantes que prévu. Mais on a été surpris par la météo en fait. Et du coup, on a un peu dans le rush. On allait recharger le sel parce qu'on en a bu. À Saint-Brévin-les-Pins, ces 4 ados ont pris cette ruelle pour une piste de ski. Cet hiver, avec le corona, on n'est pas parti au ski. C'est ce qu'on peut. C'est mieux. Sur les plages, ce désert blanc nous transporte sur la Lune. Le vent est glacial, un spectacle rare et vivifiant. En tout, 22 départements sont en vigilance neige et verglas. Vous les voyez de la Bretagne à la Drôme, en passant par les Deux-Sèvres et la Vendée. Ludovic Romanins et nos correspondants en région. Une pluie fine commence à tomber ce soir dans le sud Finistère. Des précipitations qui, au contact du sol déjà très froid, gèlent instantanément. Il fait actuellement moins 2 degrés sur les routes. Résultat, tout le département est placé en vigilance orange, pluie verglaçante et neige. Ça glisse bien, quoi. Il y a des plaques de verglas, on le sent bien sous les pieds. Donc, il est temps que je rentre chez moi. Cet épisode va s'intensifier progressivement et se déplacer dans la soirée vers l'est, vers le Poitou et le centre de la France. Jusqu'à 5 cm de neige est attendu en cours de nuit. Le PC Sécurité de Tours est ce soir en alerte. Tous les agents sont mobilisés. Les 450 km de l'autoroute A10 sont surveillés de près. À l'extérieur, les saleuses sont prêtes à intervenir dès 22 h. On va avoir un camion tous les 10 km qui va tourner continuellement pour pouvoir mettre le sel qui va bien. La perturbation très active va ensuite se diriger en Auvergne. 5 à 10 cm de neige risquent de tomber sur un paysage déjà très blanc, dû aux précipitations de ces derniers jours. Demain matin, la neige atteint la région Rhône-Alpes. Des précipitations faibles en plaine qui vont s'intensifier à la mi-journée. Météo France prévoit jusqu'à 15 cm de neige. Bonsoir Cécile Madronet, je vous aperçois dans les frimas, vous êtes tout près de Tours, en Indre-et-Loire. Le département est placé ce soir en vigilance neige et verglas. À quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures ?
Alors effectivement, dans les prochaines heures, à partir de 23h, un épisode de neige et de pluie est annoncé ici en Indre-et-Loire et dans la Vienne notamment. Alors la pluie va tomber sur des sols déjà très froids. Vous le voyez autour de moi, les saleuses sont déjà prêtes. Les agents vont intervenir toute la nuit et même demain matin, puisque cette pluie au contact du sol va se transformer en glace, ce qui rend les conditions de circulation extrêmement difficiles. Donc demain matin, il va falloir faire preuve d'une extrême prudence, bien vérifier les conditions de circulation avant de prendre la route. Et en Indre-et-Loire, les transports scolaires seront suspendus demain matin. Merci beaucoup Cécile, nous suivrons vos conseils. En Bretagne, la neige a continué de tomber en abondance aujourd'hui. On l'a dit, c'est sans précédent depuis 1986. Les transports, le travail, l'école, tout est perturbé ou carrément arrêté. Regardez ce reportage tourné près de Morlaix par Tara Lagoutte, Aurélie Janssen et Pierre-François Vatras. Des paysages comme transformés. Depuis 3 jours, la Bretagne a revêtu un manteau blanc. Une merveille pour les yeux, mais des inconvénients tout de même pour les Bretons. Il faut faire attention, c'est dangereux, on risque les chutes aujourd'hui, c'était très mouillé hier, et la gelée là-dessus, on sent bien que ça glisse, quoi. Neige et verglas combinés, forcément ces derniers jours, les accidents de la route se multiplient. Dans ce garage au sud de Morlaix, les véhicules commencent à s'entasser. On a multiplié les interventions, là, on est 3 sur la route depuis ce matin, à peu près entre 20 et 30 par jour. 3 fois plus d'interventions qu'en temps normal. Le garage est même en rupture de stock pour les pneus neige. Pour ceux qui voudraient se rabattre sur les chaînes, c'est même pas la peine. Mais ici, il n'y a pas encore assez de neige, c'est pas assez uniforme pour monter des chaînes. C'est bon à la montagne, mais pas par ici. Donc malheureusement, on peut rien pour eux. Depuis 3 jours, Vincent et Daniel sont sur le pont. Ils arpentent chaque petite route de cette commune du centre Finistère. Et ici, on va devoir repasser encore. Là, ça risque encore de geler. Opération salage à la main. La moindre intersection peut représenter un danger. Problème, si cela dure, le sel pourrait venir à manquer. J'ai réussi à en avoir hier. J'ai téléphoné ce matin pour en avoir. Et puis là, c'était réservé pour les agriculteurs. Espérons que ça ne va pas durer. Quelques kilomètres plus loin, c'est l'heure de la sortie d'école. La météo oblige les parents d'élèves à revoir leur organisation. C'est vrai qu'on se lève peut-être un petit peu plus tôt ou on part un petit peu plus tôt de peur que la voiture chasse, parce que voilà, on n'est pas habitué. En fait, on nous a dit de venir les chercher quand on pouvait, quoi. Donc moi, j'ai fini le travail et je suis venu les chercher. La situation ne devrait pas s'améliorer tout de suite. Les températures devraient rester glaciales en Bretagne, au moins jusqu'au début de semaine prochaine. Bien plus à l'est, en Alsace, les habitants sont habitués aux rigueurs de l'hiver, mais les températures enregistrées depuis 2 jours sont sans précédent, là encore depuis 30 ans, dans certaines communes. Les images tournées par nos équipes aujourd'hui dans les Vosges en témoignent. C'est aussi le cas près de Strasbourg. Reportage Alice Bacot et Laurence Clopierre. Un vent glacial et des terres figées par le gel et la neige. En Alsace, c'est l'heure du bilan pour ces agriculteurs. Et ben voilà, on le voit, la sève était montante, c'est vert, donc ça va geler. Sachant qu'ils veulent encore une fois 2 nuits à -10, il y aura des pertes. Impossible pour le moment d'estimer l'étendue des dégâts, mais l'inquiétude est grande. Ce verger, c'est 30% de son chiffre d'affaires annuel. Ça me fait mal, ça me fait très mal, c'est pas le but, hein. Je connais personne qui peut s'en sortir avec 30% de moins, quoi. À perte de vue, la neige s'est fixée sur le sol. Dans cette campagne, la température a atteint -13 degrés pendant la nuit. Le froid s'est invité jusque dans l'étable. Donc ici, effectivement, on peut voir que les abreuvoirs sont gelés. Quand c'est gelé comme ça, les bêtes ne peuvent pas boire toute la journée. Là, oui, c'est un souci, quoi. Cet épisode de froid n'a pas épargné la capitale alsacienne. Les Strasbourgeois se sont réveillés avec une température ressentie de -17 degrés. C'était comment ce matin? Gelé. Moi et la route. Des gants, une écharpe, un bonnet obligatoire. Et les moon boots. Les chaussures, d'habitude, on est plus en bottines et là, on a sorti le gros attirail. Ce livreur sillonne toute la ville à vélo. Les conditions sont délicates. On prend du retard par rapport à l'efficacité qu'on pourrait produire. Je savais qu'il allait faire froid, mais pas aussi froid. Le dernier hiver aussi froid, c'était il y a 10 ans, je pense. Strasbourg n'a pourtant pas battu son record de froid pour la période, -22 degrés, en février 1929.
Ce jeudi a aussi été marqué par une avalanche, l'une des plus puissantes enregistrées dans les Alpes ces dernières années. Elle a eu lieu fort heureusement très tôt ce matin, au-dessus du village de la Grave, dans les Hautes-Alpes. Il n'y a pas de victimes, mais le souffle de l'avalanche a fait d'importants dégâts. Gaël Charnet et Quincy Russell se sont rendus sur place. À bord de son camping-car, ce vacancier a eu la peur de sa vie. J'ai senti une déflagration absolument énorme, comme ça, on avait du mal à se déplacer. J'ai ouvert mon store pour pouvoir démarrer le camping-car et pouvoir m'échapper de ça, mais dans des cas comme ça, je crois que vous êtes complètement saisi par la panique. Ce qu'il décrit, c'est une gigantesque avalanche. À 3200 mètres, une partie de ce glacier se détache. Ça a commencé là, sur l'arête, pile sur le glacier. Et sur toute la largeur, ça a décroché. Et la coulée dévale la pente, sur plus d'1 kilomètre, couchant les arbres. Le souffle a été ressenti dans tout le village, figeant les façades. Très peur, ouais. En plus on dormait, donc réveillé dans le sommeil comme ça, c'est impressionnant. Heureusement, ni promeneurs ni skieurs. Il est 5 h du matin. Le maire nous dit son soulagement. J'imagine même pas, en plein après-midi, avec des gens qui se promènent, vous voyez un peu la responsabilité qu'on a, quoi. Et regardez, je me trouve au pied de cette coulée. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Elle mesure 30 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Seul dégât, ce camping, dont quelques cabanons sont à terre. Et la conduite d'eau alimentant le village qui a cédé. Dans cette station des Hautes-Alpes, on n'a jamais vu pareil phénomène, qu'on tente d'expliquer par un redout brutal. Il a fait très chaud, il faisait 10 degrés la semaine dernière. Et 2 jours avant, il faisait moins 10 degrés. C'est vraiment des gros changements de température. Reste ce spectacle de la nature, qui n'en finit pas d'impressionner et mettra sans doute des mois à disparaître. Voilà, pour avoir les idées claires, je vous rappelle, les vigilances mises en place par Météo France, elles sont toujours valables. Elles sont de diverses natures. Elles concernent 38 départements, 13 pour le grand froid, 22 pour la neige et le verglas. Et nous l'oublions pas, 3 départements pour crues et inondations. Soyez donc très prudents si vous habitez dans ces départements. L'actualité de ce jeudi, ce sont aussi ces signaux contrastés concernant l'épidémie de Covid. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, les chiffres sont globalement rassurants, mais la présence de variants inquiète. C'est le cas en particulier en Moselle, où depuis plusieurs jours, les variants sud-africains et brésiliens circulent très rapidement. Jean-Marie Bagayoko, Antoine Janon et Lionel Audibert. Ce soir, l'inquiétude se porte sur un département, la Moselle. Nous avons identifié dans ce département de la Moselle plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ces 4 derniers jours. En 4 jours, plus de 300 cas de variants sud-africains et brésiliens détectés en Moselle. Ce soir, le maire de Metz appelle à un nouveau confinement. Nous voulons un vrai confinement, comme le premier, qui soit un coup de frein, qui soit fort, mais qui soit limité dans l'espace et dans le temps, parce que le couvre-feu à 18h, ça ne sert à rien. Jour après jour, les variants gagnent du terrain et inquiètent. Chaque semaine, la souche classique baisse de 6% en moyenne, quand le variant anglais, lui, progresse de 50% par semaine. Si le variant devient majoritaire à la fin du mois de février ou au début du mois de mars, on pourrait peut-être observer une hausse du nombre de cas. Ce qu'on redoute, c'est une explosion de l'épidémie qui pourrait être due aux variants ou à d'autres facteurs. Et donc il faudrait réagir très très vite pour éviter que les hôpitaux soient débordés. Et pourtant, cette semaine, l'épidémie semble ralentir. Les contaminations sont passées sous la barre des 20 000 nouveaux cas par jour, soit une baisse de 7% par rapport à mercredi dernier. D'autres indicateurs donnent de l'espoir et l'envie de sourire. Le taux d'incidence, par exemple, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants. Depuis quelques jours, il n'augmente plus et connaît même un léger mieux. Même tendance à la baisse pour le taux de positivité des tests. 6,7% le 3 février, 6,3% cette semaine. Pour l'instant, la pression retombe dans les hôpitaux et notamment dans les services de réanimation. Bonsoir Guillaume Gruber, vous êtes en direct avec nous devant l'hôpital de Metz. Quelle est la situation précise dans les hôpitaux du département de la Moselle? On pense évidemment au nombre de patients admis et aux lits en réanimation.
Sur les différents hôpitaux de Moselle, il y a actuellement 500 personnes qui sont prises en charge pour des problématiques de Covid. 575 personnes sont actuellement hospitalisées dans un service de réanimation. À la différence de la première vague, dans les services de réanimation, il y a les patients Covid, ils représentent à peu près la moitié des patients. Il y a aussi les autres patients, ceux qui ont d'autres pathologies qui représentent l'autre moitié. Mais ce qui inquiète les soignants, c'est la charge de travail. Le Covid leur rajoute beaucoup de travail. Ils ont été obligés de déprogrammer 50% des opérations sur les différents hôpitaux de Moselle. Et ces professionnels de santé s'inquiètent aussi de la fatigue car cela fait 1 an qu'ils font face à cette surcharge de travail depuis la première vague. Merci beaucoup Guillaume, en direct de Metz. À l'échelle de la France, à présent, le variant anglais est responsable de 20 à 25% des contaminations. Mais dans certaines communes, c'est beaucoup plus. C'est le cas, par exemple, à Dunkerque, avec une conséquence, là encore, très concrète. Les services de réanimation de l'hôpital de la ville est saturé. Reportage sur place de Marion Fiat et Pierre Humet. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Depuis la semaine dernière, les contaminations au Covid se multiplient de façon brutale ici, avec une accélération du variant anglais. Une alerte qui provoque beaucoup d'angoisse chez les Dunkerquois. Ça me fait peur aussi parce que si je sors dehors, que je l'attrape, c'est quand même dangereux. On essaie de faire attention, mais après je sais qu'il y a des gens qui ne font pas attention non plus. Mais c'est vrai que ça fait peur parce que sinon on fait ce qu'il faut, puis qu'il y en a qui ne font pas ce qu'il faut. On parle de plusieurs foyers de contamination dans des entreprises, au commissariat et même au palais de justice. Le variant anglais aurait une contagiosité 50 à 70% plus élevée. Donc on réalise les tests juste ici. Dans cette pharmacie qui pratique des tests antigéniques, un patient sur 2 qui vient se faire dépister est positif. Ça va beaucoup plus vite. Au mois de mars, on n'avait quasiment pas de cas dans le Dunkerquois ou très peu. En septembre, on a eu une petite vague mais qui touchait plutôt les adultes jeunes et là, c'est vraiment tout le monde. À l'hôpital, la situation est devenue critique. Le service qui reçoit les malades du Covid est saturé et des patients de réanimation sont transférés vers d'autres hôpitaux de la région. On est sur une phase à nouveau extrêmement importante avec des patients qui sont un peu plus jeunes que ce qu'on a connu tout au début et des malades qui sont relativement graves et qu'il faut hospitaliser, c'est bien là la problématique. C'est donc une 3e vague bien plus violente qui frappe les soignants de Dunkerque. Ils doivent gérer plusieurs décès par jour. On est fatigué, l'équipe est très fatiguée. On voit que là, ça repart de plus belle. Mais bon, on est là, on se serre les coudes, on continue de soigner, on continue de prendre soin de nos patients. Mais c'est difficile. Les autorités de santé ont annoncé une grande campagne de dépistage la semaine prochaine. Mais ces chiffres spectaculaires ont de quoi inquiéter. Pour les 2 vagues précédentes, ce qui s'est passé à Dunkerque s'est ensuite produit dans les autres villes du Nord. Ce soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a évoqué des chiffres encourageants, en tout cas à l'échelle de la France, concernant l'épidémie. Ils sont peut-être le résultat du bon comportement des Français, le respect des gestes barrières, du couvre-feu, le port du masque, le télétravail, les étudiants qui restent cloîtrés dans une chambre. Comment vous êtes-vous adapté à toutes ces contraintes ? Joséphine Devambé, Marine Brossard et Jean-Pierre Ferret sont allés à votre rencontre. Que faites-vous pour les vacances ? À Bordeaux, on vous a tendu le micro et on vous a trouvé très raisonnable. On avait prévu d'aller sur Euro Disney, voir notre famille au Pays Basque, dans les Landes. Et bon, mais du coup, on est resté ici et même à Noël, on est resté ici aussi. Pas de bisous, même avec mamie et papy, mais voilà, en petit comité. Cette journée est la seule journée de sortie de nos vacances scolaires. Alors que d'habitude, c'était tous les jours au ski de 9h à 17h. Devant cette gare parisienne, un quart d'heure avant le couvre-feu, on croise des jeunes pressés de rentrer chez eux. C'est le président qui nous a demandé de respecter ce couvre-feu. Et puis pour la santé, les anciens, les personnes âgées, les personnes à risque. Il faut qu'on montre l'exemple et même si à 18 ans, 20 ans, il faut montrer l'exemple à ceux qui ont 40, 50, on le fera. On peut être que très admiratif, que ce soit les distances, que ce soit la patience pour faire la queue, pour ne pas se toucher. Les Français ne seraient donc pas si réfractaires qu'ils en ont l'air. À la boulangerie, ils gardent leur distance, rentrent un par un, 2 personnes maximum à l'intérieur. Mais il reste tentant de contourner la règle par la fenêtre. C'est pour une baguette, pas du drive. Une drive. Un drive de baguette, signe que le boulanger aussi s'est adapté aux contraintes sanitaires. En plus, là, c'est une petite boulangerie, donc, et puis je sais qu'ils limitent les places. Donc on n'est pas nombreux dedans, donc on attend dehors. Comme quoi, on n'est pas des Gaulois réfractaires. Il faut arrêter avec ça. On est des adultes responsables.
Et parfois, c'est l'entreprise qui se montre exemplaire. Dans cette compagnie d'assurance, 98% des salariés sont en télétravail. Tout est désert, il n'y a plus personne. Interdit d'aller au bureau, sauf si vous avez une réunion. C'est encore plus drastique que ce que recommande le gouvernement. Notre politique, ça a été d'avoir une responsabilité civique pour faire en sorte de sortir tous ensemble de cette pandémie et de retrouver au plus vite une activité normale. C'est une exception. Le ministère du Travail estime qu'il pourrait y avoir 30% de télétravail en plus et demande aux entreprises des efforts. Toujours à propos de cette épidémie, cette histoire à peine croyable, elle concerne 20 touristes français partis visiter le Costa Rica. Ils avaient quitté la France sans faire de test PCR. Tous sont aujourd'hui positifs au Covid-19. 7 sont même hospitalisés et pour l'instant, aucun n'a réussi à rentrer en France. Emma Vincent, Guillaume Gruber et Julie Roth. Partis pour des vacances à l'autre bout du monde, leur voyage a viré au cauchemar. Voilà, la chambre d'hôtel dans laquelle je suis restée pendant 15 jours. 2 semaines qu'Evelyne Henry et 18 autres Français sont coincés au Costa Rica, contaminés par le Covid. Bonjour monsieur. On nous livrait les repas dans un sac comme ceci. En quarantaine, Evelyne est séparée de son mari. Il est maintenant à l'hôpital, je n'ai aucune nouvelle de lui, je ne sais rien du tout. Depuis la France, sa fille se démène jour et nuit pour organiser le rapatriement de ses parents. Je ne lâche pas et j'ai l'ambassade en ligne tous les jours pour papa, donc il n'y a pas de souci. J'ai confiance. La création de ce foyer épidémique est le fruit d'un improbable imbroglio. Le 16 janvier, les 22 touristes partent au Costa Rica. 10 jours plus tard, ils ont prévu de rentrer en France en faisant escale aux Pays-Bas. Ils font donc un test PCR. 6 d'entre eux sont positifs au Covid et ignorent où ils l'ont contracté. Les 16 voyageurs négatifs se présentent à l'aéroport, mais les Pays-Bas exigent désormais un test antigénique en plus du PCR. Or, il est impossible d'en obtenir un au Costa Rica. Le pays ne possède pas le matériel nécessaire. Les touristes retournent donc à l'hôtel en attente d'un vol direct pour la France. Ils refont un test PCR. 2 seulement sont négatifs. Tous les autres sont contaminés et doivent s'isoler. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Jeffrey. Comme 5 autres personnes, Guy est hospitalisé depuis 4 jours. Je ne peux plus parler et je suis essoufflé. Voilà. Il reconnaît avoir pris des risques. Je regrette d'être parti. C'est un joli pays, mais c'est un tribut cher payé pour le groupe. 3 des 20 touristes peuvent aujourd'hui quitter le Costa Rica. Les autres devront attendre d'être testés négatifs pour rentrer. En France, un mot de l'actualité judiciaire. Le président du Centre national du cinéma, Dominique Boutonnat, a été mis en examen aujourd'hui pour agression sexuelle et tentative de viol après une plainte de son filleul. La plainte concerne des faits qui se seraient produits en août dernier en Grèce. Dominique Boutonnat nie les faits qui lui sont reprochés. Cette information à présent qui vous concerne, si comme 8 millions de Français, vous employez une personne à domicile pour veiller sur un parent âgé ou pour garder des enfants, vous bénéficiez déjà d'un crédit d'impôt qui vous est partiellement remboursé au mois de janvier de l'année suivante. Eh bien, à partir de 2022, ce crédit d'impôt deviendra instantané. Explication très pratique. Vous allez tout comprendre grâce à Laszlo Gelabert, Fabienne Moncel et Ève Mazet. Bon, madame, maman, j'ai fini ce que j'avais à faire. À 86 ans, Nicole Maman peut compter sur Sonia Azaoui. Chaque semaine, son auxiliaire de vie sociale vient pour 2 heures de ménage. Une prestation facturée environ 224 € le mois, qui donne droit à un crédit d'impôt. Je reçois une facture en fin d'année de la totalité des prestations et je la joins à ma déclaration d'impôt au mois de mai. En principe, j'ai un crédit d'impôt de la moitié des frais que j'ai dépensés. En clair, 50% de cette somme lui est remboursée par le fisc 1 an plus tard. Dès 2022, plus besoin d'attendre une année entière. Le crédit d'impôt instantané va changer les règles. Par exemple, une famille qui payait une aide ménagère 100 € par mois ne déboursera plus que 50 €. L'État versera directement l'autre moitié aux salariés ou à l'entreprise prestataire. Un dispositif plus simple, plus rapide pour le contribuable. Il permettra aussi de lutter contre le travail non déclaré. Qui va payer une femme de ménage encore à 12 € de l'heure au noir, quand pour exactement le même prix, on aura une femme de ménage déclarée
de façon complètement légale. La mise en place de ce mécanisme se fera de façon progressive. Début 2022 pour les particuliers qui emploient directement un salarié. 3 mois plus tard pour tous ceux qui passent par une entreprise. Pour les personnes âgées qui bénéficient d'une aide à domicile, elles devront patienter jusqu'en 2023. À retenir également ce jeudi cette décision importante annoncée ce matin par la ministre de la Transition écologique. Le projet d'extension de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est abandonné, en tout cas dans sa forme actuelle. Il est jugé incompatible avec les nouveaux objectifs de lutte contre le changement climatique. Ce nouveau terminal aurait coûté entre 7 et 9 milliards d'euros. Il aurait créé plus de 40 000 emplois et aurait permis à l'aéroport d'accueillir 40 millions de passagers supplémentaires chaque année à partir de 2037. Cette question à présent, pourrons-nous encore dans 5 ou 10 ans payer notre baguette, notre litre de lait ou notre journal en argent liquide ? En Suède, c'est déjà de plus en plus rare. Ce pays sera sans doute le premier dans le monde dans lequel les pièces et les billets disparaîtront complètement. Une révolution dans nos habitudes qui présente des avantages et des inconvénients, comme le montre ce reportage tourné à Stockholm par Axel Cariou et Jean-Yves May. Au royaume de Suède, tout le monde paie en couronne suédoise, mais très rarement avec des pièces ou des billets de banque. Vous avez du liquide sur vous? Non, j'en ai pas. C'est plus très courant en Suède. La carte, ça suffit. Je n'utilise pas de cash. La dernière fois, c'était quand? Oh, il y a 1 an. Plus d'1 an, je dirais. On n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on peut payer avec sa carte, son téléphone ou même sa montre. En Suède, 1% des transactions se font encore en espèces, contre 25 en France. La carte est privilégiée 2 fois sur 3, mais le téléphone est désormais utilisé pour 1/3 des paiements. Énorme. Je voudrais des crevettes. Pour 2 personnes, s'il vous plaît. Ici, on appelle ça switcher. Je vais payer maintenant et je paye avec mon téléphone. C'est une app qui s'appelle Swish. Une application gratuite lancée il y a 9 ans par les banques. Et quand je paye ici, il y a un numéro là-bas. C'est le numéro du vendeur? Oui, c'est le numéro du vendeur. Chaque commerçant a un numéro unique relié à son compte bancaire. Il suffit au client de le taper, puis d'entrer la somme à payer. Le virement est instantané. Je mets le numéro comme ça. C'est tout, c'est simple. Imaginez au jour de l'an. Ici, c'est noir de monde. Les clients veulent tous du homard. S'ils payent en espèces, il faut un temps fou pour rendre la monnaie. Tout le monde attend. C'est tellement plus simple avec un téléphone. Ding, c'est payé, voilà. Bonne année. Et ça se vérifie partout, comme avec ces toilettes publiques que l'on paie uniquement par carte bancaire. Même chose dans les églises. Pour les dons, elles sont toutes équipées du système Swish. Et ça va même plus loin avec certains commerces qui refusent carrément le cash. C'est le cas de ce supermarché. En France, c'est interdit. Mais ici, refuser la monnaie est parfaitement légal, même pour de tout petits montants. Démonstration avec cette pomme à 6 couronnes, 60 centimes d'euros. Ah, désolé, on n'accepte plus le cash. Même pour ça? Même pour ça. Pour l'enseigne, l'intérêt est triple. Moins d'attente pour les clients, plus besoin de compter, recompter et transporter la monnaie, sans parler du risque de vol, désormais limité. Mais le plus étonnant, c'est que les banques aussi refusent le liquide. Dans 60% d'entre elles, il est impossible de déposer des espèces sur son compte. Officiellement, pour lutter contre l'économie souterraine et empêcher les braquages. Mais selon ce spécialiste de la finance, il y a d'autres raisons moins avouables. L'intérêt majeur pour les banques, c'est qu'elles n'ont aucun revenu à tirer de l'argent liquide. Donc, elles préfèrent vendre des services de paiement par carte ou par mobile. Swish, c'est gratuit pour les consommateurs, mais pas pour les commerçants qui utilisent ce service. Voilà comment les banques font du profit. Contrer la toute-puissance des banques, c'est le combat de cet ancien gendarme. Björn Eriksson préside une association qui compte des dizaines de milliers de membres. Son objectif, sauver à tout prix l'argent liquide. Bien sûr, j'utilise les cartes, mais je veux du cash comme alternative. Car pour lui, une société sans pièces de monnaie ni billets de banque est en danger. Ça laisse énormément de gens sur le bord de la route. Les personnes âgées à la campagne, les réfugiés qui n'ont pas de compte bancaire, etc. Et en plus, toutes vos données sont transmises aux compagnies américaines qui gèrent ces systèmes. Et il y a des choses qu'on a envie de garder pour soi-même.
Des arguments qui ont fait mouche jusqu'au plus haut sommet de l'État. Une loi vient d'être votée, elle stipule que chaque Suédois, y compris s'il habite dans une zone reculée, doit pouvoir retirer de l'argent liquide à moins de 20 km de chez lui. Voilà les banques contraintes de réinstaller des distributeurs de billets dans des villages où elles les avaient retirés. Alors en Suède, l'argent liquide va-t-il disparaître totalement d'ici 10 ans, comme le prédisent beaucoup d'experts? Rien n'est moins sûr. En tout cas, les paris sont ouverts et on verra si les gagnants se font payer comme ça ou comme ça. Le denier du culte sur le smartphone, il fallait y penser. Dans 3 jours, nous fêterons la Saint-Valentin. Alors certes, les fleuristes sont ouverts, mais c'est sans doute la seule chose qui reste inchangée dans notre environnement. Tout le reste, les gestes barrières, le masque, le couvre-feu, n'incitent guère au rapprochement des âmes sœurs. Comment déclarer sa flamme au temps du Covid? Nathalie Pellerin, Julien Clouzot et Delphine Sidbon ont étudié la question de près. Séduire avec un masque. On se fait moins de bisous. Et en gardant ses distances. On apprend à draguer autrement. La pandémie bouleverse les codes. Se rencontrer où, comment? Avec les bars et restaurants fermés, c'est sur une plage près de chez eux que Sophie et Thierry se donnent rendez-vous pour la 4e fois en un mois. Coucou, tu vas bien? Ils se sont rencontrés grâce à une agence matrimoniale. Malgré quelques rapprochements et des gestes barrières pas tout à fait respectés, ils gardent le masque pour faire connaissance. Mais on s'est vu quand même par photo. Par photo, téléphone aussi. Ouais, on s'est envoyé des SMS avec des photos. Alors chacun s'observe autrement. Avec le masque, on se focalise plus sur le regard. Plus les yeux, les mimiques, c'est une nouvelle séduction. Pour briser une solitude devenue trop pesante pendant le confinement, l'un et l'autre ont fait appel à cette agence matrimoniale pour se trouver. Et ce ne sont pas les seuls. Ça n'arrête pas en ce moment parce que les gens ont peur d'être à nouveau confinés, d'être à nouveau seuls. Donc aujourd'hui, on a des appels toute la journée. Jusqu'à 2 fois plus d'appels certains jours. Et les gens veulent rencontrer rapidement. Rapidement aujourd'hui. Avant, on me disait, écoutez, j'ai le temps, je m'inscris. Aujourd'hui, on me dit, non, je voudrais que ça aille vite. Si la période est une traversée du désert pour certains célibataires, je reste cloisonné chez moi. J'ai pas tellement l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes en vrai. Ça a mis les rencontres amoureuses à l'arrêt. D'autres ont adapté leurs recherches. Lors d'un petit jogging ou ici, c'est le seul lieu où on peut retrouver des personnes sans masque. On a tendance à aller dans le répertoire de son téléphone et aller voir un peu ce qui se passe dans nos précédentes relations. Laura, elle, utilise désormais des applications. Et elle l'avoue. J'ai jamais fait autant de rencontres qu'en 2020. Même si ce ne sont souvent que des balades, elle a quelques astuces. Le parcours, par exemple, n'est pas choisi par hasard. Toujours le même point de départ et ensuite... Là, par exemple, si je décide que ça suffit, que j'en ai eu assez, on peut prendre ce pont-là, revenir en arrière et finir la boucle. Ou au contraire, si je m'amuse, si je passe un bon moment, on peut continuer à allonger la scène. Voilà, c'est un peu mon rituel. Et le masque fait partie du jeu de séduction. Voilà, au moment de se dire au revoir aussi, on baisse un peu le masque pour se laisser un peu la possibilité de faire un bisou si on a envie, voilà, des choses comme ça. Ceux qui préfèrent échanger sans masque du tout ont bouleversé l'usage des sites de rencontres. Le nombre d'appels vidéo explose. On a des célibataires qui se sont mis à cuisiner ensemble via l'appel vidéo. Et on a même eu un record historique où 2 célibataires se sont parlé pendant 9 heures. À l'inverse, la pandémie a mis certains couples à rude épreuve. À un moment, en fait, on craque de tout le temps être l'un sur l'autre. C'est un peu la crise, honnêtement. Quand on arrive à tenir sans s'engueuler, je pense que c'est la bonne personne. Cette avocate a même enregistré 30% de divorces en plus. Les couples prennent des décisions très fortes en mettant fin à leur relation et en ayant envie de trouver l'amour auquel on rêvait quand on était enfant. La crise, accélératrice de décisions aussi pour Émilie et Erwan. Nous les avions rencontrés en avril. Alors qu'ils vivaient séparément, ils prenaient le risque de se confiner ensemble et avec 3 enfants. Quitte à vivre cette période assez particulière, autant le faire ensemble. Et puis voilà, c'est un peu un crash test, quoi. 10 mois plus tard, nous les retrouvons. Alors, verdict ? On est toujours ensemble, on s'aime toujours, donc ça c'est bien.
2 mois de confinement, c'était certainement équivalent à 50 vies communes. Donc on arrive vraiment à mieux se connaître. Et d'autres belles histoires ont parfois fait le tour du monde. En plein New York, ce photographe, par exemple, a séduit sa voisine en lui envoyant des messages sur un drone. Après quelques dîners à distance, leur première rencontre donnera à d'autres, c'est sûr, des idées de balade un peu folles. Demain soir, plusieurs millions d'élèves de la zone C seront en vacances pour 2 semaines. Les conditions sanitaires ont bouleversé les projets d'un grand nombre d'entre vous. Ces vacances d'hiver 2021 ont aussi redonné une incroyable popularité aux stations moyennes montagne. Illustration rousse dans le Haut-Jura qui affiche complet Alexandra Vieira et Héloïse Lévesque. Le froid, les températures négatives, ils n'attendaient que ça pour sortir tester la poudreuse. Le soleil les a d'autant plus motivés. C'était bien, très très bien même, avec le ciel bleu, le soleil et tout ça, c'était agréable. Trop bien, mais ça allait vite, hein. Ça allait trop vite. Raquettes et ski de fond remplacent le ski alpin. Finalement, on n'est pas si triste de devoir se passer de remontées mécaniques. Pas trop en fait, hein, parce qu'il y a quand même plein d'activités à faire. Puis le paysage surtout, c'est hyper dépaysant. Moi, ça fait déjà de sortir un peu de notre petite routine, c'est déjà pas mal. Ça fait du bien après tout ce confinement, après tout ça, ça oxygène. Des activités moins connues font également le plein. C'est le cas du ski joring. C'est agréable, on fait pas d'efforts, ça avance tout seul. Faut gérer un peu l'équilibre, mais c'est moins dur que ce que je pensais. Les balades s'enchaînent dans ce centre équestre. C'était génial. C'est comme le ski un peu, mais on est un peu plus physique en fait. Ça tire en fait sur les cuisses, vu qu'on fait que des tours, forcément il y a plus de virages et ça tire plus sur les cuisses. C'est des vacances un petit peu différentes des années précédentes, mais ça permet de faire d'autres activités, de découvrir d'autres choses. Toutes ces activités occupent à temps plein les loueurs de matériel. Difficile de satisfaire la forte demande. Bon, c'est tendu, c'est vrai que les 2 semaines à venir, là, on va manquer de raquettes pour contenter tout le monde, ça c'est évident. Ça c'est inhabituel. Cet hiver particulier annonce de belles saisons pour les années à venir. On a, je pense, des gens que l'on va fidéliser et qui vont revenir chez nous. On est dans une jolie petite station où il fait bon vivre, donc c'est vrai que les gens vont revenir certainement. Même constat chez les hôteliers qui affichent un taux de remplissage de près de 100% dès ce week-end. On sent que c'est même une énorme déception quand on leur dit qu'on n'a pas de place. Il y a un vrai besoin de prendre de l'oxygène et c'est impressionnant, quoi. Ça n'a rien à voir avec les autres années. La neige est attendue demain après-midi sur la station. De quoi parfaire le paysage avant l'arrivée des nouveaux vacanciers. Comme chaque soir, je vous propose d'étancher votre soif d'évasion. Destination, la Nouvelle-Zélande, à 19 000 km de la France, en tout cas de la métropole, à la découverte d'extraordinaires volcans. Il y en a plus de 400 dans le pays. Certains sont encore très actifs. Pour les Maoris qui habitent ces îles depuis des milliers d'années, ces volcans ont une âme. Après avoir vu ce reportage de Yann Evin et Richard Tindillère, vous en serez vous aussi convaincus. Le danger est là, sous nos pieds. Mais nous ressentons cette envie irrésistible de nous rapprocher au plus près de ces géants, ces monstres sacrés. Partons sur les pentes des volcans du parc national du Tongariro. C'est la randonnée la plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Certaines années, jusqu'à 1 million de touristes parcourent les 20 km, au milieu de ces cratères toujours actifs. J'ai vu le signe en montant qui disait que c'était une zone volcanique active. J'étais un peu inquiète, mais bon, on doit aussi prendre des risques. C'est un peu inquiétant, surtout après l'éruption d'un autre volcan l'année dernière, c'est dans nos têtes. Nous sommes sur l'île du Nord, appelée aussi l'île fumante. En 2 siècles, près d'une centaine d'éruptions. Celle du mont Ruapehu en 1995, l'une des plus impressionnantes. En 2012, ici, le cratère Te Mahari se déchaîne, terrorise de nombreux marcheurs, mais ne fait aucune victime. Ce volcanologue français nous fait revivre ces longues semaines d'agitation. Le cratère que l'on a devant nous, c'est le cratère de Te Mahari. C'est un cratère qui n'avait pas eu d'éruption pendant probablement 80 ans avant ça. Et tout d'un coup, nous avons eu des tremblements de terre pendant à peu près 6 semaines.
et une éruption assez soudaine. On surveille un volcan de la même manière un peu dont on surveillerait un patient. Donc concrètement, on regarde les symptômes qui se passent à la surface. Est-ce qu'il y a des tremblements de terre? Est-ce qu'il y a des gaz qui sortent? Quelle est la composition de ces gaz? Est-ce qu'elle change au cours du temps? Tout ça sont des observations qu'on peut faire principalement qu'en venant sur le terrain. Nicolas Fournier travaille pour l'un des plus gros instituts de recherche en Nouvelle-Zélande. Plusieurs fois par an, il étudie les comportements de ces volcans sur leur sommet. Une surface immense à surveiller avec son équipe. 8 fois la taille de Paris. C'est la superficie du Tongariro, le premier parc national néo-zélandais. Donc ce n'est pas un seul cratère avec un seul endroit qu'il faut surveiller, ce sont différents endroits autour du massif qu'il faut surveiller lorsque les gens passent à proximité. Si dangereux et si beau, notamment avec ces lacs émeraudes. Ce sont les gaz volcaniques qui leur donnent cette couleur si particulière. Ces scientifiques évoluent les potentielles zones à risque pour les randonneurs avec une caméra thermique. Une des choses que l'on surveille ici, c'est notamment la température du sol. C'est par rapport au risque que les touristes peuvent prendre s'ils marchent sur des zones qui sont trop chaudes, et on a des incidents comme ça de temps en temps. L'autre raison pour laquelle on essaie de mesurer la température du sol au cours du temps, c'est d'utiliser ça comme un peu comme un symptôme du patient pour voir s'il a de la fièvre ou pas. En gros, pour savoir si le volcan émet plus de chaleur que d'habitude. Ils font partie d'une chaîne longue de 2500 km. Les Maoris les vénèrent. Un Néo-Zélandais sur 5 est issu de cette culture. Comme les 2 amis de Nicolas. Les Maoris sont arrivés sur ces îles il y a 15 siècles. Pour eux, ces volcans ont une âme. Pour nous, ces endroits sont connectés à notre whakapapa, ce qui signifie notre généalogie. Ces volcans représentent l'incarnation de nos ancêtres, et c'est ainsi que nous sommes liés à ces paysages. Comme si nous avions des liens de sang avec eux, de mes ancêtres à ma progéniture, nous serons toujours liés à cet endroit. Tout aussi fascinante qu'inquiétante, cette terre tremble si souvent et inspire les cinéastes. Le Seigneur des Anneaux a été tourné ici, au milieu de ces volcans du Tongariro, apparus il y a 2 millions d'années. Merveilleuses images. Comme tous les soirs, c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir, ma chère Alexia. Bonsoir. Cette question, tout d'abord. Je pars en Espagne pour le week-end. Je dois bien sûr faire un test PCR avant de franchir la frontière. Sera-t-il toujours valable à mon retour en France? Oui, Gilles, il est toujours valable. Le ministère de la Santé nous confirme que s'il date de moins de 72 heures, vous pourrez rentrer avec le même test. Et pour rappel, dès que vous revenez d'un pays de l'Europe, ce test est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans. Et puis, vous le savez, cette obligation ne s'applique pas aux transfrontaliers, aux déplacements professionnels urgents et aux professionnels du transport routier. Moi, c'était juste pour un week-end. Autre question. Nous parlions hier des locations de gîtes pendant les vacances. Le propriétaire du gîte peut-il m'imposer de faire un test PCR avant d'entrer dans les lieux? Non, ce n'est pas possible. La Fédération des gîtes de France nous précise bien qu'aucun texte législatif ne permet d'imposer la réalisation d'un test PCR à des vacanciers. Idem pour les hôtels, mais il faut évidemment respecter les gestes barrières. Enfin, cette question, je déménage, puis-je charger mes meubles ou partir avec ma camionnette avant 6 h du matin ou après 18 h? La route est longue. Alors Gilles, si vous déménagez seul, non, vous ne pourrez pas le faire pendant les horaires de couvre-feu, même si l'avis de départ et celle d'arrivée sont éloignés. C'est différent pour les professionnels qui, eux, peuvent exercer leur activité et la poursuivre pendant les horaires de couvre-feu, charger le camion et rouler, par exemple. Mais attention, cette dérogation ne vous concerne pas. Vous ne pourrez pas accompagner ou suivre leur camion. Même en courant, je peux pas. Même en courant. Merci beaucoup Alexia. Juste après ce journal, Julien Arnaud reviendra sur la multiplication des variants en Moselle. On en a parlé dans ce journal avec le professeur Didier Sicard. Rendez-vous sur le canal 26 sur TF1 dans un instant. Le bulletin météo très complet d'Evelyne Delia. Puis votre série Section de recherche. Demain à 13 h, Marie-Sophie Lacaro. Anne Carcoudray à 19 h 45 pour l'édition spéciale et à 20 h pour le journal. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. À lundi. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.